Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. J'ai décidé cette fois-ci de me filmer en même temps qu'avoir l'audio pour pouvoir la poster sur YouTube parce que je sais que certains d'entre vous me demandaient que je sois aussi présente sur YouTube, donc c'est avec grand plaisir. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie, à la base je suis professionnelle de santé. Ça fait 15 ans que je prépare des couples et des mamans à la naissance et puis que je les suis aussi en postpartum. J'ai été moi-même maman, vécu différentes expériences et au bout de 15 ans, après avoir écouté un maximum de femmes, que ce soit en pré ou en post, je me suis rendu compte que l'accompagnement que je proposais, c'était bien, mais c'était pas du tout suffisant. Alors vraiment, j'avais un accompagnement axé plutôt sur le physique, le corporel, même si on travaille quand même la gestion des peurs aussi en préparation à la naissance, et je me suis rendu compte que c'était absolument pas suffisant, mais surtout aussi qu'on préparait pas du tout assez le postpartum, qui était la tempête de la maternité, et c'était pas la première demande des mamans en fait, elles venaient parce qu'elles voulaient vivre l'accouchement de leurs rêves, savoir gérer leurs douleurs, vivre un accouchement qui leur ressemblait et se sentir forte et avec un maximum de clés pour arriver sereine le jour J. Sauf que je remarquais bien qu'en postpartum, quand elles venaient me voir, on passait quand même beaucoup de temps pour la rééducation et on se rend compte qu'en fait, il manquait énormément de choses. Elles se sentaient perdues, elles ne savaient plus vers qui tourner et l'attention, comme je dis toujours, à la base, était fort orientée sur le bébé, sur la grossesse et donc sur elle. Et une fois que bébé est sorti du ventre, eh bien, les paramètres, toute l'attention du professionnel de la santé et de tout l'entourage va se détourner de la maman vers l'enfant, comme si elle n'avait pas prêté son corps, comme si un peu il ne s'était rien passé, comme c'est quelque chose de physiologique, de normal et de naturel, on fait un peu comme si c'était normal, en fait, qu'elle ait risqué sa vie, qu'elle ait donné, prêté son corps, et on oublie tout ce qui va se passer dans le postpartum. Je prends toujours l'exemple des gens qui vont venir voir le bébé en postpartum, on veut voir la petite, on veut voir le petit, et qui vont s'installer dans le canapé et demander s'il n'y a pas un café à servir en même temps. Alors que maman est en convalescence et qu'elle a besoin énormément d'attention et de temps. Et je trouve cette image magnifique, je sais qu'au Japon, en Asie, une certaine classe sociale a la possibilité de rester, la femme va rester dans un hôtel dédié à elle et au bébé, où elle va pouvoir uniquement s'occuper de son enfant et on va prendre énormément soin d'elle. Donc ce soit les repas, les massages, tout ce qui va pouvoir la soutenir, l'aider pour vivre au mieux sa maternité. Je vous rappelle par exemple que, si vous me suivez, vous le savez déjà, à J3 on a cette fameuse chute hormonale. Beaucoup de mamans arrivent à l'accouchement, elles ne savent absolument pas ce qui va leur arriver à ce fameux J3 et cette chute hormonale est pas toujours évidente à gérer. Les mamans sont surprises, se demandent ce qui leur arrive et donc on a ces espèces de coups de blues ou parfois ces envies de pleurer qui sont assez complexes et compliquées à vivre, surtout que maintenant en tout cas en Belgique on est de retour à la maison à ce moment-là. En plus, ce qui est génial, spoiler alert, c'est qu'en même temps d'avoir cette chute hormonale, eh bien on a aussi la montée de lait qui peut arriver, que vous vouliez allaiter ou pas, il est probable que vous passiez par cette montée de lait et en fait on vous laisse vivre ça toute seule à la maison. Et donc c'est hyper compliqué, d'autant plus que votre entourage, habituellement, les générations de femmes ont vécu comme ça, ont vécu un peu à la dure avec un accouchement peut-être même sans péridurale, sans écoute, peu de considération, et un postpartum, même principe. Et donc en fait, on reproduit de génération en génération ce manque d'attention auprès de la femme. Et vous savez que moi, j'ai une croyance fondamentale, c'est que plus on va aider la femme, la soutenir dans sa maternité, dans son rôle de maman, eh bien, plus on va favoriser un lien mère-enfant qui va être précieux, important, soutenant, et plus on va avoir des enfants qui seront bien dans leur basket, bien dans leur peau. Quand on voit le taux aujourd'hui des hôpitaux psychiatriques qui sont débordés, les prisons qui sont remplies de cas psychiatriques, ça montre bien, moi je pense beaucoup à ça, ça montre bien qu'aussi notre société a un souci et que c'est hyper important dès le début de soutenir les mamans, elles portent le monde, et cette relation mère-enfant, et qui du coup fera une société beaucoup plus heureuse, épanouie, parce qu'un bébé qui sent qu'il a une maman qui est heureuse et qui est épanouie, qui est disponible aussi pour lui, mais quand je veux dire disponible,
je ne parle pas de temps, je parle de qualité de lien, eh bien ça va absolument tout changer. Et j'avais absolument envie de vous faire un podcast aujourd'hui sur la culpabilité et sur arrête de te juger continuellement et de te comparer aux autres. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans la maternité, c'est très exacerbé. On juge énormément les femmes. Par exemple, j'avais encore une amie qui m'expliquait qu'elle avait, au niveau professionnel, d'organiser une activité le soir. Et elle me disait, mais moi c'est compliqué, ma petite est toute petite, j'ai envie de pouvoir rentrer à la maison m'occuper, je la vois pas du tout de la journée à la crèche, elle est toute petite, le temps passe très vite, mais quand j'exprime, moi je resterai pas très tard au resto, ou je ne viendrai pas, ou je vais décaler et que j'explique pourquoi, eh bien il y a tout de suite un jugement qui va se faire de façon automatique, et ça peut être simplement « Oh, mais enfin, faut lui laisser de l'espace à ta petite, il est temps de vous séparer, il est peut-être temps d'arrêter l'allaitement, quand est-ce que tu vas couper le cordon ?» Et donc on va avoir tous des jugements sur cette femme qui simplement exprime son choix à elle. Et évidemment que si pour elle, elle le voit comme se dire moi mon bébé il aura pas toujours cet âge-là et donc j'ai besoin d'en profiter et ça me fait du bien, en fait la réponse de la société devrait être mais tu as raison, écoute-toi, fais-toi du bien si ça te convient. Et inversement, une femme qui va dire moi j'en peux plus de rester à la maison, de m'occuper d'un enfant, j'ai envie de reprendre le boulot, j'ai envie de faire telle activité, la réponse de la société devrait être, et de tout son entourage, mais évidemment, si c'est ça qui te convient actuellement, bien on va te soutenir et t'aider dans cette optique-là pour que tu sois bien et heureuse dans ta vie de tous les jours. Et on sait que ça va se reproduire, se reporter sur l'enfant. Et donc, c'est ça que moi j'ai envie d'amener. Donc c'est comme ça que j'ai créé Happy Maternity, qui est un programme d'accompagnement où j'accompagne les mamans donc de la préparation à la naissance, on fait toute la préparation à l'accouchement, mais aussi tout le postpartum. Donc je ne les abandonne pas une fois qu'elles arrivent avec leur bébé. Et on va travailler sur du body, donc sur du corporel avec mon expérience et mon expertise, mais aussi sur tout le développement personnel et ce changement, cette transformation en fait, et que tu peux être une femme épanouie avec des ambitions, des rêves, avoir plein de choses que tu as envie de mettre en place, peut-être un nouveau business, une nouvelle carrière, peut-être que tu as envie de développer un projet qui te tient particulièrement à cœur, en plus de ce projet de maternité. Et j'ai beaucoup de femmes qui paniquent à l'idée de se dire ok, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie d'avoir une maternité heureuse, sereine, épanouie avec mon enfant, mais en même temps, Aurélie, j'ai peur de m'oublier. Cette nouvelle génération qui arrive là, l'argument qu'on me donne souvent, c'est Aurélie, moi j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Et je dis ok, c'est ok. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelle est ta position? On discute comme ça avec des gens plus ou moins proches, où je leur demande c'est comment ça se fait que t'as pas envie d'avoir des enfants? Pas dans le sens où c'est bien ou pas bien, on s'en fout. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est de comprendre la réflexion qu'il y a derrière. Et en fait, la réflexion qu'il y a derrière, c'est « Mais Aurélie, mais moi j'ai vu ma mère se sacrifier, ma mère était au bout de sa vie, elle nous le répétait souvent, ou... » Voilà, il y a beaucoup de mamans qui vont dire « Mais moi j'ai sacrifié, moi j'ai pris un congé d'X années, moi je me suis toujours occupée de toi. » Et donc elles ont entendu, elles ont vu une femme qui s'est complètement oubliée et elles se disent « moi si je dois avoir des enfants à cette condition-là, ça va pas être possible. » Et c'est chouette, mais en même temps l'être humain il fonctionne vraiment par des extrêmes et ce que j'explique c'est que c'est pas à la femme qui doit faire un choix entre ses ambitions, sa vie de femme et sa maternité. C'est la société qui n'accueille pas encore correctement. Et je vous ai dit que moi, j'ai bien une bonne intention, c'est de transformer cette croyance-là, c'est de changer cette croyance chez un maximum de femmes et pourquoi pas avoir un regard de la société qui va complètement changer. Et ça, c'est vraiment mon objectif de vie à travers notamment Happy Maternity et les clientes que j'accompagne tout au long de leur magnifique tempête de la maternité. Si ça t'intéresse, tu peux toujours venir me suivre sur Instagram, donc Happy Maternity Planner, où je donne déjà pas mal d'informations, des trucs et astuces. Et si tu as un projet en particulier, tu dis mais ça me parle absolument Aurélie, ce que tu es occupée à me dire, envoie-moi un petit message et on pourra discuter ensemble de ton projet. J'adore échanger avec vous à ce sujet-là et de voir peut-être que Happy Maternity pourrait te convenir et t'amener exactement là où tu veux aller dans ta transformation à toi. Alors,
Pourquoi j'avais envie de faire ça, ce podcast sur arrête de juger. Déjà, c'est quelque chose qui est très fréquent, souvent chez la femme, j'ai l'impression. Mais en plus dans la maternité. Par exemple, j'ai souvent une femme qui va arriver à l'école, elle est toujours en pige. On se dit, ben là, elle se laisse aller, regarde, elle dépose ses enfants en pyjama, c'est n'importe quoi. Une femme qui va arriver en petit blazer, qui se dépêche et qui dépose ses enfants, c'est regarde, elle est complètement prise par le boulot, elle n'a pas le temps de s'en occuper, c'est sûr, elle s'occupe mal de son enfant. Et donc on va avoir des jugements, quoi que vous fassiez, vous êtes jugé et vous vous sentez jugé. Et donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est de donner les clés d'où ça vient et comment tu peux transformer ça, toi déjà, à ton niveau, pour mieux le vivre et te sentir beaucoup mieux avec ça. Parce que ce qui est très intriguant, alors je sais pas toi, tu me diras, mais j'ai des amis, j'ai échangé avec des gens sur Insta quand j'ai posté une story sur arrête de juger, et il y a un post aussi que j'avais fait, un réel, j'ai eu plein de retours qui me disaient « Mais Aurélie, mais moi c'est inné, c'est ancré en moi, c'est comme ça, je ne vois pas comment je pourrais vivre sans, ça fait partie de moi. » Et pourtant, on a le droit de vivre avec ses failles, des choses qui ne vont pas, mais à partir du moment où vous n'êtes pas à l'aise avec ça, que ça ne vous convient pas ou que ça vous rend triste ou malheureux, pourquoi vivre avec en fait ? Pourquoi ne pas essayer de le changer, de le transformer ? Et c'est pas parce que ça a toujours fait partie de vous que ça doit toujours faire partie de vous. Si vous êtes ok avec ça, on est ok. Mais si vous vous dites ok, moi je sens cette émotion-là, je me sens jugée et je me sens pas bien et c'est pas ok, eh bien comment on peut transformer ça ? Et vous savez, moi j'ai cette croyance qu'on peut tout modifier, ça demande juste un travail à faire et on peut un petit peu manager son cerveau, on oublie trop souvent de venir le travailler et l'utiliser. Et donc, d'où ça m'est venu, vous savez qu'il y a une étude qui est ressortie, on a interrogé des gens qui étaient, des patients qui étaient en soins palliatifs, donc en fin de vie en milieu hospitalier, qui étaient malades et qui arrivaient à la fin de leur vie, on les accompagne. Et en fait, la première chose, on leur a demandé, c'est quoi votre plus grand regret ? Et le plus grand regret qui ressortait chaque fois, c'est d'avoir vécu la vie que les autres avaient envie pour eux, mais pas leur propre vie. Pas d'avoir été capable d'assumer leurs propres choix, leurs propres ambitions, leurs propres envies. Et ça, c'est terrible, parce qu'on se dit, ok, ils sont passés à côté de leur vie, et ils s'en rendent compte à ce moment-là, et je me dis, mais que ça nous serve, que ça nous aide de se dire, ok, est-ce que là, t'es pas occupé à passer à côté de ta vie, à côté de tes ambitions? Est-ce que tu n'as pas une croyance fondamentale à l'intérieur de toi qui te dit « moi, j'ai pas droit à ça. Ça n'est pas possible. » Et donc, c'est pas de ta faute non plus, c'est que l'entourage, la société nous donne cette sensation-là. Et donc moi, ce que j'ai envie, c'est de transformer ça. Et donc, reste bien jusqu'à la fin pour que je te donne les trucs et astuces. Alors, d'abord, d'où ça nous vient ? Ça nous vient quand on vivait en groupe, en meute, à l'époque de l'homme des cavernes. On va vivre tous ensemble, en société, en petits groupes, et on dépend du groupe pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir avoir chaud, pour être défendu, pour être protégé et pour se sentir accepté. Et donc, c'est très important qu'on soit accepté par tout le groupe pour survivre. C'est un instinct de survie et donc c'est essentiel d'être accepté par le groupe. L'être humain de base, son plus gros besoin, ça va être l'amour. Et donc, il a besoin d'être accepté. Et donc, on s'est construit autour de ça progressivement et la société a continué à fonctionner comme ça. On a toujours gardé un petit peu ce regard de l'autre. On l'a déjà tout petit vis-à-vis de nos parents. On veut absolument leur plaire, on veut avoir de l'amour d'eux et donc on va essayer de se calquer sur ce qu'on pense qu'ils attendent de nous. Et donc, ça nous fait des adultes qui vont grandir en se disant moi, pour que je sois aimée, il faut que je sois un gentil petit garçon. Il faut que je ne crie pas trop fort. Il faut que je sois polie. Il faut que j'agisse de telle ou telle façon. Moi, pour être une gentille petite fille, que ma maman me trouve très aimable et qu'elle me fasse des gros câlins, il faut que je ne sois pas trop ennuyante, que je ne dise pas trop ceci, que je ne dise pas trop cela. Alors, on sait déjà qu'il y a des éducations très très genrées. Mais surtout, l'enfant, il s'adapte énormément à l'attente qu'ont les parents de lui ou l'entourage parce qu'il veut juste être aimé et qu'il pense qu'il va être aimé, même si on est censé aimer de façon inconditionnelle, on va porter des envies sur nos enfants et donc ils vont s'adapter et on va se construire en tant qu'adultes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes qui arrivent et qui ne savent même pas très très bien ce dont ils ont envie, eux. Vers quelle route ils ont envie d'avoir, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'ils ont un peu suivi ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux.
Et donc, quand on devient maman, il y a ce truc-là qui est exacerbé, que je trouve terrible, c'est qu'on pense que pour être une bonne maman, nos enfants ne doivent jamais avoir d'écran, manger bio ou manger végétarien, ou surtout pas manger leur viande, leur poisson hyper régulièrement, avoir un repas évidemment fait maison, bien entendu. On doit être calme, souriante, prendre soin de soi, être un peu sportif, mais pas trop. Être assez présente à la maison, mais quand même avoir d'autres choses à côté. Avoir une belle carrière, rapporter de l'argent, mais en même temps savoir tenir sa maison, c'est important, c'est quand même notre rôle principal. Et donc, on va avoir de tas d'injonctions qui fait que les femmes, elles en peuvent juste plus, en fait. Quand je vois actuellement, les femmes, elles continuent à avoir cette image de elle doit garder la maison, elle doit faire en sorte qu'il y ait un chouette foyer, que tout le monde se sent bien accueilli, et en même temps, elles travaillent, elles ramènent exactement le même argent que le coparent. Dans la grossesse, ça se voit tout de suite. Allez, le jour où toi, t'achètes une maison, et t'achètes une maison avec quelqu'un. Vous êtes à deux et vous décidez d'avoir un projet immobilier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous répartir des tâches. Alors ça peut être financier 50-50 ou pas. Vous allez vous répartir en fonction de vos compétences. Ah ben moi j'adore tout ce qui est décoration, moi je m'occuperai de ça. Moi j'adore gérer les travaux, moi j'adore gérer la compta, le financement. Et donc vous allez chacun prendre votre place dans ce projet immobilier où vous êtes à deux. Dans la grossesse, si je prends un couple hétérosexuel, eh bien, s'il y a juste une femme et un homme, on sait que c'est la femme qui va porter l'enfant, et donc c'est elle qui va mettre sa vie en danger, parce que quand même, la grossesse et l'accouchement, c'est mettre sa vie en danger, qui va prêter son corps et vivre toutes ces transformations corporelles que le coparent ne va pas vivre. C'est elle aussi qui va subir les diminutions de salaire et de revenus. Alors, il y a des couples où c'est très bien instauré, où le coparent va pallier à ce congé maternité, mais c'est très peu fréquent en fait. Et donc par exemple, moi j'ai toujours, quand vous allez voir une consultation chez le gynécologue et que vous êtes enceinte, vous allez avec le coparent. C'est qui paye la consultation en fait? Ça va être la femme. Souvent, ça va être la femme qui va payer l'accouchement, toutes les consultations. Pourquoi? Alors que c'est un projet commun. Lorsque maman va être en congé de convalescence, oui, je préfère ce terme congé de convalescence que congé de maternité. Elle va être en congé de convalescence, elle va avoir une perte de salaire. La majorité des cas. Parfois même, elle n'aura pas de revenus, pas de salaire parce qu'elle est indépendante. Techniquement, le coparent devrait se dire « Écoute chérie, toi, tu donnes ton corps. Tu dois plus manger ceci, tu dois plus fumer, tu dois faire attention à pas boire d'alcool, tu dois manger moins de sucre, tu dois faire un peu d'activité physique pas trop, tu dois boire, vérifier ta tension, aller chez le gynéco, peut-être chez le diabétologue, peut-être chez la sage-femme, subir des contrôles internes vaginaux pour vérifier, des échographies. Bref, on va te suivre de très près et tu as plein de guidelines à respecter. Tu donnes de ta personne, tu vas accoucher aussi, tu vas risquer ta vie pour mettre au monde notre enfant, eh bien moi je vais par exemple faire ce que je peux faire en tant que coparent, je vais payer tous les frais pour que toi tu ne doives pas, absolument pas t'en occuper, prends ton congé de maternité de quand tu veux, 3, 6 mois, peu importe, je payerai tous les frais, il n'y a aucun souci, je vais payer tous les frais de pharmacie, médicaux, il te faut une ceinture pelvienne parce que tu as mal au bassin, eh bien je vais participer à ça, je vais t'amener à tous les rendez-vous médicaux. Et ça devrait être comme ça en fait, c'est un projet à deux, si vous êtes à deux, si vous êtes maman seule c'est encore différent, mais on devrait avoir ce partage de tâches qui est absolument pas présent, et j'en ai parlé autour de moi avec des papas qui sont très présents, une nouvelle génération qui veulent prendre leur place, et qui pour autant me disent, quand je leur explique, je dis écoute non, un congé maternité, moi j'ai perdu 70% de mon salaire, et je dis voilà, ça aurait été sympa que le coparent participe, et donc on me répond... Oui, enfin, tu sais, Aurélie, c'est quand même une certaine somme, ça s'anticipe, faut économiser. Ah, je dis, oui, tu crois que nous, on fait comment, en fait? Les mamans, on fait comment? Les mamans indépendantes, elles font comment? Les mamans entrepreneurs, elles font comment? Et donc, c'est elles qui doivent se dire, waouh, je veux avoir mon congé maternité, mais il va falloir que je mette de côté. Donc, c'est toujours elle qui va se mettre dans ce rôle-là. Et donc, on a gagné la chance de pouvoir travailler, avoir une carrière, avoir des ambitions, pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, on a plus de liberté qu'à une certaine époque où on était sur le joug paternaliste. Donc, c'est quand même très, très chouette. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc qui va pas, en fait. C'est qu'on nous fait croire, oui, t'as ta petite liberté, mais par contre, tu vas garder les mêmes rôles que tu avais avant et on va te mettre de la multi-casquette.
casquette. Parce que la femme a cette compétence-là, le sexe fort pour moi, c'est la femme, elle a cette compétence de savoir, oui, savoir gérer son business, sa carrière, ses enfants, savoir gérer sa maison, sauf qu'au bout d'un moment, ça dépasse ses limites et c'est tout à fait normal. Elle sait plus comment faire parce qu'on lui donne pas le mode d'emploi, on lui dit, toi tu sais. Je donne toujours, vous savez, l'image la maman qui vient d'accoucher et je leur dis, c'est rigolo parce que vous venez d'accoucher et alors tout le monde pense que vous savez mieux pourquoi il pleure. Tu sais mieux comment changer une couche que le coparent. Mais toi, tu reconnais ses pleurs en fait en tant que maman. Mais pas du tout. En fait, elle n'a pas eu tout d'un coup un téléchargement dans le cerveau au moment où elle a accouché. Oh, je sais faire changer une couche, je sais reconnaître les pleurs du bébé. Pas du tout. Elle va apprendre à le connaître, elle va apprendre son nouveau rôle et son nouveau métier petit à petit. Et parce qu'elle va passer plus de temps avec bébé, elle va apprendre à le comprendre et à le connaître. Si il n'y a pas de maman, ou je sais pas, il arrive quelque chose, ou peu importe, maman veut reprendre sa carrière plus rapidement, et c'est papa, le coparent, qui va s'occuper de bébé. Papa va plus vite comprendre, telle pleure, ça veut dire quoi, à quel moment il faut changer la couche, mais simplement parce qu'il a expériencé, parce qu'il a passé du temps avec cet enfant, plus que la maman. Et donc ce sera le papa qui sera plus compétent pour certaines choses à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il aura juste eu plus d'expérience. C'est tout. Et donc, on fait croire aux mamans qu'elles sont censées avoir ce truc automatique, et donc elles culpabilisent énormément. Peut-être des mamans qui vont se dire, mais moi je sais pas, moi je reconnais pas, et spoiler alert, c'est tout à fait normal. Au début, on sait pas. On commence à zéro, je dis toujours dans mes prépas avec mes clientes en Happy Maternity, vous commencez avec le plus dur, tu commences avec le plus dur. T'es crevé, t'as fait ta compétition sportive de haut niveau, t'as accouché. Quand j'ai compétition sportive de haut niveau, si vous me connaissez, vous savez, moi, pour moi, je prends toujours l'exemple de la femme, c'est la sportive de haut niveau, qui va avoir une compétition, donc son accouchement, mais on lui dit, le match de ta vie, tu sais pas trop quand ça va avoir lieu. On te donne une fourchette de dates, et puis tu te débrouilles, tu dois être prête, et puis surtout, on lâche prise pour les douleurs, on laisse aller. Sauf que c'est beaucoup plus complexe, évidemment, que ça. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce partage un petit peu des tâches, il n'est pas trop là. On fait croire à la maman qu'une femme est une mère parfaite, c'est ça. Et on passe son temps à essayer de correspondre à une image qui ne nous correspond pas. On se demande même pas nous. Toi, être maman, c'est quoi ? Toi, quand est-ce que tu prends du surkiff ? Et donc, aller au boulot et avoir la carrière de vos rêves, si votre enfant passe beaucoup de temps à la crèche ou à l'école ou en garderie, mais que à côté de ça, quand vous avez 30 minutes avec lui, donc il faut... Je crois que si je me souviens bien, c'est 20 secondes de eye contact, donc de regarder l'enfant dans les yeux 20 secondes sans arrêt pour qu'il y ait une stimulation hormonale du lien affectif qui va faire qu'il va être rassuré, détendu. Donc 20 secondes vraiment du yeux à yeux. Si vous prenez, je prends 2 caricatures, et sans aucun jugement, mais juste pour vous expliquer. On prend 2 caricatures. La femme, elle est PDG d'une entreprise, elle finit tous les jours méga tard, elle arrive à l'heure de fermeture de la crèche ou de l'école et elle ramène son enfant. Elle a maximum 1 heure, 1h30 avec son bébé avant d'aller le coucher ou avec son enfant. Ok ? Mais que ce temps-là, elle va être complètement là pour son bébé. Laisse contact, tactile, apaisée, sereine, détendue avec lui. Pouvoir avoir des moments de qualité, même si elle a juste 1 demi-heure de hyper qualité. Je te donne le bain, mais je suis avec toi, ou je te raconte une histoire et je suis contente de te la raconter. Et de pouvoir être vraiment là dans le lien, versus une maman qui ne travaille pas, qui est en arrêt, et qui va aller chercher son enfant tous les jours, je ne sais pas moi, à 4h ou à 2h, beaucoup plus tôt, qui va prendre du temps toutes les après-midi, ou peut-être toute la journée, mais qui est tellement frustrée parce qu'en fait, elle voudrait tout à fait autre chose, va peut-être passer son temps à scroller sur son téléphone, à être un peu énervée quand l'enfant va pleurer, et en fait avoir cette frustration qui est accumulée, et plus cette disponibilité psychique pour l'enfant. Alors, je dis pas que c'est d'office le cas. Si vous avez choisi d'être à la maison et de passer un max de temps avec votre enfant, et que vous avez cette possibilité-là, sans pression, et que c'est un choix que vous avez fait, que tu as fait toi, ok, c'est génial. Si toi, tu as fait le choix d'avoir ta carrière, ton business, tu seras plus détendu. Il y a peut-être des femmes qui seront peut-être PDG d'entreprise, mais que c'est pas ça qu'elles veulent faire du tout. Elles auraient bien voulu avoir un arrêt d'1 an à la maison, mais dans leur vision, c'est pas comme ça. Ou c'est pas possible. Et le temps qu'elles vont avoir d'1h30 avec leur enfant, vont être très stressées, très anxieuses. Elles ne vont pas avoir cette disponibilité. Je ne dis pas qu'une situation est mieux que l'autre. Je dis que la situation qui est la mieux, c'est la tienne en fait. C'est celle qui te correspond à toi vraiment. Mais pour ça, il faut que tu te poses la question dès la grossesse, ok, de quoi j'ai envie ? Alors,
Pourquoi moi je pense qu'un accompagnement c'est essentiel? C'est parce que tes envies, déjà, c'est compliqué de les identifier. À travers une bonne maman, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On va tout expliquer. Tout le monde aura son avis sur ta grossesse. Tout le monde va devenir expert de ta grossesse avant même que tu accouches. C'est pas compliqué. Tout le monde aura son opinion. Et il y en a pas mal qui vont être très contents de te l'exprimer. Et donc, identifier ce que toi tu veux et qui tu es vraiment, il faut vraiment avoir un accueil bienveillant, une écoute qui fait ok, moi je vais t'écouter et chercher qu'est-ce qui te convient à toi aujourd'hui. Et c'est ça que moi j'avais envie d'amener notamment à Happy Maternity et que je fais, c'est que ce que j'adore les retours que j'ai eu des clientes, c'est toi Aurélie, tu n'essayes pas de nous convaincre d'accoucher sans péri ou avec péri ou à la maison ou à l'hôpital. Moi je dis ok, toi tu veux quoi dans le meilleur des mondes, c'est quoi ton truc, ton kiff, et on va faire en sorte que ça se passe comme toi tu as envie que ça se passe. Et si ça se passe pas exactement comme tu l'avais prévu, parce que c'est parfois le cas, eh bien, on va faire en sorte que ce soit toujours une fête. Et donc, c'est ce que j'ai envie d'amener, ce soutien un peu que je trouve qui manque tellement, bienveillant, motivant, avec mes connaissances et mon expertise, parce que je connais très bien le monde médical et paramédical. Je vais pas vous vendre du rêve qui n'existe absolument pas. Vous aurez des clés, tu auras des clés qui sont vraiment, qui sont du terrain, qui sont actualisées avec la littérature scientifique actualisée aussi. Mais mon rôle sera plus le même. Mon rôle, c'est vraiment de pouvoir t'aider, t'aiguiller mentalement, psychiquement, physiquement, tout du long, et de voir cette transformation avec toi et faire en sorte que cette transformation, eh bien, elle te corresponde, elle soit exactement à ton image. Et ce que je veux dire, c'est que chaque fois, tu vas changer peut-être ta vision. La vision de la maman parfaite ou la maman que toi, tu as envie d'être, ou de la femme qui est heureuse et épanouie, sera peut-être pas le même quand ton enfant aura 3 mois ou 6 mois. Ce sera pas le même quand tu seras enceinte et que tu viendras d'accoucher. Et donc moi, je suis là justement pour te dire, ok, t'en es où là aujourd'hui, c'est quoi? Et t'as le droit d'être qui tu veux en fait. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu es qui tu veux, avec tes forces et tes faiblesses, mais mon objectif à moi, c'est que tu sois heureuse, que tu te sentes bien, épanouie. Et je dis pas que ce sera un grand plateau, la vie est faite de up and down continuellement. C'est comment je traverse ce down le mieux possible, sans cette culpabilité, parce que franchement, vous avez autre chose à faire que de vous poser la question de ce que vont penser les autres. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, moi je m'en fous », mais qui intériorisent, et on voit quand même qu'il y a un sentiment, une émotion qui est quand même très particulière. Et donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment de pouvoir trouver les clés pour te sentir bien, sans avoir à prouver qui que ce soit, à part à toi, que tu puisses trouver ta propre voix. Donc, le premier truc à faire, c'est déjà d'arrêter de juger les autres. Alors, ça va te paraître complètement bizarre, de me dire, Auré, c'est pas du tout ça dont on parle. Là, on parle du fait d'être jugé par les autres, tout à fait. Mais ce que je veux te dire, c'est que si toi, continuellement, tu juges les autres, et vous savez, les tout petits trucs là, ah, comment elle a osé faire ça, donc les exemples que je montrais au début. Donc, si tu as déjà cette petite notion de jugement, toi-même, c'est que tu apprends à ton cerveau que c'est tout à fait normal de juger les autres. C'est un filtre tout à fait classique. Et donc, j'ai envie de te dire, si tu veux arrêter de te sentir jugé toi-même, il faut que toi-même, tu arrêtes de juger les autres. Ça, c'est ma toute première astuce. Deuxième chose, il faut que tu comprennes aussi que les gens, ils pensent à toi 2 minutes. Donc les gens sont tous assez égocentrés, ils ne pensent qu'à leur petite vie, malgré tout ce qu'ils peuvent te dire, c'est leur petite vie qui compte, c'est normal, c'est leur instinct de survie, et que donc, même si tu fais un truc qui est ridicule ou qui n'est pas dans leur valeur, ils vont y penser 2 minutes, ils vont parler de toi 2 minutes pour pouvoir eux-mêmes se mousser un petit peu, et puis ils passeront à autre chose, ils passeront à leur propre vie. Donc ta vie n'intéresse pas blindé de personnes, je te le promets. Elle intéresse principalement toi, tu es la personne, le personnage principal de ton film à toi et pas du film de quelqu'un d'autre, je te l'assure, même si parfois tu en as l'impression. Donc, tu prends pas beaucoup de risques à être toi-même au final et tu vas voir que tu ne crains pas grand-chose. Ça, c'est la deuxième astuce. Troisième astuce, comme tu ne crains pas grand-chose, je vais te motiver à essayer de tester des choses. Je te donne un exemple qui va te paraître peut-être complètement débile, mais moi, aller sans maquillage à la salle, c'était quelque chose qui était compliqué, la salle de sport. Je l'ai tenté, je l'ai fait plusieurs fois, il y a un petit pouce, et je me suis rendu compte qu'en fait, il s'est rien passé. Les gens m'ont pas calculé. En fait, ils s'en foutent que je vienne avec ou sans maquillage. C'est moi qui mettais une intention là-dedans, en me disant, moi, je préfère être maquillée parce que sinon, je me sens pas à l'aise. Et au final, il s'est rien passé. J'ai rassuré mon cerveau et je me sens très bien. Du coup, mon cerveau se dit, ah, donc tu es capable de faire des choses, de te dépasser et tu ne mets plus trop l'estime de toi dans le regard des autres.
Et donc, c'est chouette parce que du coup, quand on fait ça, on prouve à notre cerveau que ça craint pas grand-chose et vous allez de plus en plus pouvoir faire ce que vous avez envie de faire sans vous soucier du regard des autres. Donc, mon truc à faire, c'est d'essayer de commencer progressivement à tenter des choses que vous n'oseriez pas et regarder et vous dire « mais en fait, il se passe pas grand-chose et donc, oui, je peux le faire ». Donc ça, c'était une de mes astuces de pouvoir vous dire aussi que essayez, tentez, il faut remodifier votre façon de penser et votre cerveau. Autre petite chose que je trouve méga importante, c'est ta petite voix intérieure et on va terminer là-dessus. Tu as une petite voix interne qui te parle, tu dois être à l'écoute. Essaye d'aller écouter ce qu'elle te dit. Tu sais, cette petite voix quand tu renverses du lait que t'es occupé à cuisiner qui dit « Mon Dieu, mais je suis ultra maladroite. » Cette petite voix qui te dit « J'aurais pas dû mettre cette jupe, elle était un petit peu trop courte. » Cette petite voix qui te dit « Pourquoi t'as répondu comme ça à cette question, t'avais l'air ridicule. » Cette petite voix qui te dit « T'étais quand même pas très sûre de toi à ce moment-là quand t'as dit ça. » Cette petite voix qui te dit « Ouah, j'ai mal fait mon créneau, t'es vraiment débile. Je vais devoir encore sortir 4 fois, j'ai l'air ridicule. » Cette petite voix qui te dit des petites choses négatives que tu as intériorisées. Alors, évidemment, ces choses que tu as intériorisées viennent souvent de ton enfance, de ton vécu, de ce qui t'a construit. Mais du coup, tu as intériorisé ces voix. Par exemple, je sais pas, quand tu étais petite, on a dit « mais elle est toujours distraite ». Eh bien, peut-être que tu vas intérioriser ça « oui, mais moi, je suis toujours distraite ». Peut-être même que tu as remarqué que tu faisais de l'humour avec ces traits-là. Moi, je suis toujours maladroite, c'est normal. Je suis née prématurément, c'est un truc que j'arrêtais pas de dire. Je suis née préma, il y avait une croyance que les nés préma étaient maladroits. Donc, c'est facile, c'était une chose que j'allais dire tout le temps. Mais donc, du coup, mon cerveau, il ne fait qu'entendre « tu es maladroite, tu es maladroite, tu es maladroite ». Et donc, je vais continuer à être maladroite et être mal à l'aise par rapport à ça. Alors que si vous changez cette petite voix, eh bien ça peut tout changer, je vous l'assure, ça fait des transformations de fou, je le vois régulièrement avec mes clientes. Donc, le truc à se dire déjà là, maintenant, je vais finir là-dessus, c'est d'écouter ta petite voix, d'écouter, juste d'être attentive avant de vouloir tout changer, déjà de l'entendre, et de peut-être marquer dans un petit carnet, dans une petite note, ce que tu te dis intérieurement. Tes petites voix, tes petites phrases qui ont l'air complètement anodines. Aurélie, c'est pas très grave de se dire « Ah, je suis bête, j'aurais pas dû dire ça. » C'est anodin, tu sais, je n'y prête pas attention. C'est pas vrai. Ton cerveau y prête très très bien attention. Je te donne un bête exemple. Un fumeur qui va se dire « Je veux arrêter de fumer. » Il veut changer ses habitudes. Eh bien, il a 2 solutions. Soit, quand il va aller à une soirée, il va se présenter en disant « Je suis fumeur, mais j'essaye d'arrêter. » Donc, tu envoies l'information à ton cerveau que tu es fumeur, mais que tu veux arrêter. Mais tu es quand même fumeur. Donc, fort à parier que tu resteras fumeur, avec des hauts et des bas. En tout cas, tu n'as pas intégré le fait que tu es non-fumeur. Alors que si tu vas à la soirée, j'ai déjà fait un podcast là-dessus, mais tu vas à la soirée en disant « Non merci », quand on te propose une cigarette, tu ne dis pas « Je suis fumeur, j'arrête, j'essaye d'arrêter », mais que tu dis juste « Non merci, c'est gentil, je suis non-fumeur ». Tu changes complètement ta perception de toi, tu envoies le message à ton cerveau « Je suis prêt en fait, je suis non-fumeur ». Et ça marche très très bien pour l'activité physique et le sport aussi. Si tu passes ton temps à te dire « Je suis une femme pas très sportive, c'est pas mon truc », eh bien il est fort à parier que tu vas te mettre en déficit. Est-ce que tu as remarqué peut-être, en difficulté pardon. T'as remarqué peut-être que tu t'es inscrit à la salle, tu rechanges de salle, tu vas t'inscrire à un sport puis tu vas arrêter, reprendre. Bah oui, t'es pas sportive. Tu l'as dit à ton cerveau, t'es pas sportive. Alors que si aujourd'hui tu décides, je suis sportive, c'est quoi les habitudes d'une femme sportive, qu'est-ce qu'elle fait, et que tu commences à parler autrement à ton cerveau, on a des transformations de dingue. Et donc je t'invite à déjà juste être à l'écoute de ces petites voix pour comprendre. Et le dernier petit truc que j'ai envie de te dire, quand tu vois quelqu'un, que tu as envie de le juger et que ça t'énerve, « Ah, cette fille-là, elle est comme ci, cette fille-là, elle est comme ça », pose-toi la question, qu'est-ce que ça dit de toi? Si ça te démange, ça te gratte et que tu as très envie de critiquer, ça veut sans doute dire que ça vient exprimer quelque chose chez toi. Si quelqu'un t'énerve, soit c'est qu'elle a une qualité que toi, tu aimerais bien avoir et que tu n'as pas, ou qu'elle ose exprimer quelque chose que toi, tu n'oses pas exprimer. Si ça nous tétille, ça nous énerve, ça dit surtout quelque chose de nous. Et donc, c'est hyper important de pouvoir l'analyser, de venir le chercher. Et donc, moi, c'est un truc que je fais régulièrement. Quand je me dis, ah, cette personne-là, elle m'énerve, je me dis, ok, ça ne sert strictement à rien, on s'en fout. Qu'est-ce que ça vient dire de toi? Pourquoi elle t'énerve, en fait? Ah, mais parce que tu vois, elle se montre comme ça, elle ose. Ah ouais. Ah oui, ok. Oui, en fait, elle fait ça. Moi, c'est vrai que, ouais, non, moi, j'oserais jamais faire ça, c'est gênant. Puis en fait, je me dis, mais c'est gênant pour qui?
Si elle est tout à fait à l'aise avec ça, c'est que c'est gênant pour toi. Toi, tu as du mal avec ça. Et donc, c'est très, très intéressant de pouvoir travailler là-dessus parce que sinon, vous allez vous bousiller votre maternité, votre vie de femme, à vous juger continuellement et à vivre dans un film qui n'est pas le vôtre, en fait, où vous n'êtes pas le personnage principal. Et donc, je vous invite à reprendre votre personnage principal et à vous autoriser, à t'autoriser à être la femme que tu as envie d'être, la maman que tu as envie d'être. Et oui, si, je te jure, je te promets, tu peux être une maman très ambitieuse, avoir plein de projets, prendre soin de toi et être une super maman épanouie avec tes enfants. C'est juste des réajustements qu'on doit faire parce qu'on n'a pas le même temps, on n'a pas les mêmes priorités et donc on va juste manager ça. Mais il y a beaucoup de croyances d'abord à déconstruire. J'espère que ce podcast a pu te plaire. Si tu as vu la vidéo sur YouTube, j'espère que ça t'a convenu, que la qualité du son était bonne, normalement ça devrait le faire. N'hésite pas à me faire des petits retours, ça me fait toujours méga plaisir. Si tu as des questions, des envies qu'on aille sur un autre sujet, quelque chose auquel tu as pensé pendant que tu as écouté le podcast, n'hésite pas. Et sinon, tu mets d'application là, maintenant, directement, dès que tu as fini la vidéo, tu prends ta petite feuille et tu commences à être à l'écoute de tes petites voix intérieures et tu notes tout ce que tu peux pour essayer d'aller vers une nouvelle transformation de toi. Je te souhaite une très belle journée, soirée, après-midi en fonction de quand tu auras pu regarder la vidéo et à très bientôt.